Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Salut Lorlou. Salut Jeanne, et bonne année Bonne année Lorlou. pour ce premier podcast 2022. Noël ou poubelle? Ah, La thématique du jour. alors, vous pourrez me dire, c'est un petit peu bizarre de se demander si c'est Noël ou poubelle, parce que dans la mesure où c'était des livres que j'avais moi-même demandé, s'ils sont mauvais, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais Et en si même tu temps, ne les avais pas demandés, ça se fait pas trop. de cracher sur un cadeau. Tu veux commencer par ça? Jeune trentenaire désabusé cherche du sens à la vie. Et je vais parler du dernier livre de Sally Rooney que j'ai terminé à Noël, qui s'appelle Beautiful World, Where Are You? Et qui sort en français en mars ou en avril. Très bien, parfait. Alors, Sally Rooney, une autrice irlandaise d'une trentaine d'années qui avait publié Normal People, qui a été aussi fait en série télé et qui avait eu beaucoup de succès. Là, elle revient avec des personnages désabusés, comme d'habitude, qui vont mal et qui se posent un milliard de questions existentielles. On n'est pas dans du feel-good, mais il y a quand même un petit élément dans ce livre-là d'amour et d'espoir. On a deux personnes, deux amies, IE, qui sont séparées. Il y en a une qui vit à Dublin et une qui vit sur la côte. Il y en a une qui travaille dans un journal et une qui est écrivaine, qui travaille de chez elle. Et elles s'écrivent des lettres. Donc un chapitre sur deux, c'est leur relation épistolaire. Et ça, c'est super parce que c'est trentenaire. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a pris une scie et qu'elle a ouvert pour lire dans mon cerveau toutes mes angoisses. En fait, je m'en suis vachement servie pour le club débat, le club lecture au lycée, parce qu'il y a plein de petites réflexions sur qu'est-ce que le sens de l'esthétique, le beau, l'art, la culture de la célébrité, la place de l'auteur dans la société, la politique, aussi beaucoup de choses un peu désabusées au sujet de, voilà, on est jeune, on a envie de faire en sorte que le monde aille mieux, mais on se sent un peu dépassé, que faire? Impuissant, oui. En fait, il y a plein de petites réflexions intéressantes, des petits points sur des éléments super random, comme tu pourrais avoir dans une discussion avec des potes, de genre j'ai lu ça sur Wikipédia. Donc ça, c'est super. Et le reste du temps, les autres chapitres, ce sont leur vie, leurs relations, les moments manqués. Et elle est spécialiste du moment manqué, de la conversation où la communication ne se fait pas, ou se fait mal. Donc ça, c'est hyper frustrant, mais c'est génial à lire. On a deux couples, plus ou moins, et à chaque fois, t'as l'impression qu'ils se parlent, mais en fait, ils se comprennent pas, et les arguments tombent à côté, ils se répondent à côté, et c'est assez bien fait. Et dirais-tu que ce livre appartient au genre de la romance, comme tu nous en avais déjà parlé? Non, pas du tout. Bon, il y a des éléments il y a de l'amour dedans, mais pas du tout. Un des éléments pour lesquels j'ai beaucoup apprécié ce livre, c'est que j'ai trouvé très original, au sens où c'est écrit vraiment d'un point de vue externe. Ah oui. Les chapitres qui racontent donc l'histoire de ces deux personnes sont écrites d'un point de vue totalement éloigné, et chaque chapitre se finit comme si on les regardait à travers une fenêtre, tu vois, qu'on s'éloignait petit à petit. Et en fait, tout est suggéré. Elle sourit, de la jalousie peut-être. Tu vois, en fait, tout est suggéré par le narrateur, mais on peut jamais être sûr de rien. Ah, j'aime bien ça. Honnêtement, je pense que c'est la seule fois que j'ai lu ça. J'ai trouvé que c'était un bel exercice de style. Ouais. T'es toujours en train d'essayer de deviner ce que pensent les personnages. Tu vois les actions et mais c'est bien fait parce que pour qu'on puisse quand même être investi émotionnellement, t'as des petites hypothèses émises par la narratrice. Et ça, j'ai trouvé ça hyper original. Au début, c'est déstabilisant parce que du coup, tu sais pas quelle est la relation des personnages entre eux. Quand tu te dis, voilà, elle descend, alors elle ferme la porte, on se rend compte qu'elle va retrouver quelqu'un dans un café. Et au début, comme on les observe par la fenêtre, on ne sait pas quelle est leur relation, d'où ils se connaissent, des tensions qu'il peut éventuellement y avoir. Ouais, et chouette. donc, en fait, ce sont tous des personnages qui se connaissent depuis très longtemps, sauf un. Et donc, on apprend vraiment au compte-gouttes, petit à petit. L'idée qu'on se fait du déséquilibre de pouvoir dans certaines relations, en fait,
c'est une fausse piste parce que ça finit par s'inverser, etc. Donc il y a un vrai travail sur le style, un tour de force, on pourrait dire. Avec l'accent anglais, tour de force. Un tour de force, indeed. Petit bémol, épilogue. Ah. Que j'ai vu venir, mais qu'elle n'a pas appelé épilogue, donc je l'ai quand même lu. Et on a 2 derniers chapitres qui sont les 2 dernières lettres que s'échangent les amis, où elles font le bilan des histoires, des intrigues qui étaient en cours après le confinement. Il y a une très belle fin qui aurait dû être la fin, et je pense qu'on aurait clairement pu faire sans les 2 dernières lettres qui font une sorte de résumé, récap. Et ça m'a déçue. Mais une très très belle écriture. Donc pour moi, ça reste, si t'aimes Sally Rooney, tu vas adorer ce livre, même s'il y a beaucoup plus d'espoir que dans les autres. Bah moi, je vais rester dans le feel good. Donc 100% Nobel, pardon. On reste dans la joie de vivre, la bonne humeur, avec un essai de Jean-Paul Delahaye qui s'appelle « Exception consolante », sous-titré « Un grain de pauvre dans la machine ». Le propos du livre est de montrer à quel point l'école peut être inégalitaire. Et ça, Jean-Paul Delahaye le montre très bien. C'est un essai qui est à la fois aussi un récit autobiographique. Et il évoque dans cet essai la misère qu'il a connue étant enfant, avec ses 5 frères et sœurs, si je ne dis pas de bêtises, et sa mère célibataire, dans une petite ville de Picardie. Et il a connu la faillite de ses parents, voilà. Il raconte des choses assez vraiment éprouvantes, hein, comment tout enfant, il a été envoyé dans l'épicerie qui jouxtait la maison familiale pour pouvoir, alors que l'épicerie était sous scellée après la faillite. Et donc, il a été envoyé dans cette épicerie par un petit trou fait dans le mur de la maison pour dérober des boîtes de conserve et des bouteilles pour que la famille puisse tout simplement se nourrir, en fait. Et donc, lui est le seul qui a pu poursuivre des études au lycée, puis des études supérieures, jusqu'à devenir le conseiller spécial de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'est quand même un parcours hallucinant. Et donc, il est prof ? Voilà, alors il a été prof, exactement, il a été inspecteur, enfin voilà, il a gravi vraiment tous les échelons de la carrière d'un enseignant ou d'un personnel de l'éducation. Et c'est vraiment intéressant parce que bon, je pense que c'est un monsieur d'un certain âge, donc on pourrait se dire ah oui bon mais tout a changé maintenant, voilà c'était l'époque du certificat d'études, mais c'est pas du tout comme ça maintenant. Et au contraire puisque il a vu aussi la situation de l'intérieur, il a essayé de la faire évoluer en tant que directeur général de l'enseignement scolaire, voilà, au ministère de l'Éducation nationale. Et il explique à quel point les réformes qu'il a essayé de mettre en place justement visaient à apporter plus d'égalité entre les enfants, entre les différents milieux sociaux, et que ces réformes, il a eu beaucoup de mal à les faire passer, qu'elles ont été vidées de leur sens, que par exemple, on sent qu'il est assez amer contre les professeurs des écoles qui étaient contre, disons, le retour de l'école de 5 jours. Parce que pour lui, ça c'est un modèle qui favorise totalement les classes les plus aisées, dans la mesure où s'il n'y a d'école que 4 jours, le reste du temps il faut bien occuper les gamins, et c'est seulement les familles riches qui ont les moyens de payer des cours au conservatoire, des cours de sport, des activités extrascolaires pour les enfants. Donc voilà, il part d'un constat, il part de sa propre expérience. Et c'est vraiment très émouvant parce que il a une relation avec sa mère qui est très très forte. Il est à la fois très fier d'elle. Il montre toutes les difficultés contre lesquelles il a dû se battre. Il lui parle à la 2e personne dans le récit. D'accord. Mais il n'y a pas du tout non plus de misérabilisme. Là, tel que je le décris comme ça, on pourrait se dire que il en rajoute dans le pathos, etc. Pas du tout. Il montre que vraiment, il était très fier de sa manière de gérer le quotidien, d'élever ses frères et sœurs. Et voilà. C'est très touchant, très émouvant. Et en même temps, c'est assez désespérant lorsque il parle non seulement de son action, je pense qu'il n'a pas réussi à mener jusqu'au bout, mais surtout de l'état actuel de l'école, où en plus, selon lui, on est en pleine régression. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est toutes les petites phrases de notre président, par exemple, qui reprend en expliquant que le pognon de dingue dépensé dans les allocations familiales, oui, mais c'est peut-être un
pognon de dingue, mais pour certains, c'est vraiment la seule manière de survivre et puis de pouvoir manger, tout simplement. Voilà, il reprend vraiment aussi pas mal de petites phrases qui ont été dites, voilà, les gens dans les gares qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et il le rapproche de sa propre expérience et du mal que ça peut faire aussi d'entendre ce genre de choses. Il y a eu énormément de livres sur ce sujet à la rentrée. C'est assez incroyable sur un peu la manière désabusée d'envisager l'école comme un ascenseur social. Donc tu dirais que soit ça te range dans ce... Ah bah oui, là, c'est totalement le propos, puisque lui montre bien à quel point l'ascenseur social, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Et lui-même se définit comme une exception, comme l'exception consolante. Alors c'était une expression de Ferdinand Buisson, voilà, qui parlait un petit peu comme ça des élèves, des quelques rares élèves qui arrivaient au certificat d'études ou alors qui arrivaient vraiment à dépasser un petit peu leur classe sociale d'origine. Mais qui ne sont que des exceptions et qui consolent un petit peu tout le monde, voilà, les plus favorisés comme les plus pauvres, en disant bah oui, mais bon, d'accord, notre système scolaire n'est pas parfait, mais il y a quand même des gens qui arrivent, qui s'en sortent, voilà, ça console un petit peu tout le monde. Donc pour moi, 100% Nobel également. C'est un livre que j'ai attendu parce que je l'avais commandé, il était en rupture de stock. Voilà, c'était celui-là. C'est le fameux livre que j'ai commandé à la librairie, j'ai failli me fâcher avec mon libraire. Et en fait, le pauvre, non, effectivement, il était en réimpression ce livre, donc je pense qu'il a un certain succès. Mais j'ai bien fait d'attendre parce que c'est vraiment une lecture intéressante, émouvante, stimulante. Bon, ça donne envie un petit peu que les choses changent, de s'investir et s'impliquer pour essayer de faire changer les choses. Très bien. Même à notre petit niveau. 100% Nobel en ce qui me concerne pour Jean-Paul Delahaye. On passe à la suite. On passe à la suite, vas-y. Est-ce que c'est celui qui est sur la table là et que j'ai envie oui. de voir? J'ai hâte que tu le retournes. Je vais le retourner, tu vas être super déçu. Mais bon, mais je vais parce que ça va te plaire moyennement, je sais. Voilà, alors voilà le livre que j'ai lu à Noël. Tada! Il s'agit du livre de Thomas VDB. Alors ça nous fait bien rire parce que pour la petite histoire, j'avais des places pour aller voir le spectacle de Thomas VDB que j'adore. Et je t'ai proposé de venir avec moi et tu m'as dit bof. mais il n'y a pas de lézard. Hein. C'est juste que voilà. C'est juste que tu m'as envoyé qu'un texto et Joseph lui refusait. Franchement, il y a tout qui m'énerve chez ce type. Donc ce n'est pas un roman. C'est un livre qui s'appelle Comédienne Rhapsody. C'est un jeu de mots. Quel jeu de mots, bien sûr, en référence au fameux titre de Queen. Yes. Alors pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, dans ce récit, Thomas VDB raconte sa vie d'avant. Il a eu un parcours assez intéressant, assez atypique. À l'âge de 25 ans, il s'est quand même retrouvé rédacteur en chef d'un magazine de rock, puis éditeur de ce même magazine, alors qu'il avait un demi-duc d'anglais. Voilà. En fait, moi, ce livre, il m'a beaucoup plu. J'aurais adoré le lire quand j'avais 20 ans. Parce que quand j'avais 20 ans, je rêvais de faire ce qu'il a fait. C'est vrai. Mais oui. D'être journaliste musical. Mais oui, bien sûr, mais j'adorais parce que moi j'étais à fond dans le rock et tout. Bon, dans le rock un peu vieillot, donc je pense que j'aurais eu aucune chance par rapport à lui qui était un spécialiste du métal ultra contemporain. Bon voilà. Mais son parcours, je le trouve. Déjà, c'est raconté de manière très drôle, mais en plus, son parcours, il est hallucinant. En fait, il explique comment il se retrouve dans cette carrière-là, un peu par hasard, oui. C'est-à-dire que le mec, à 12 ans, il est fan de Queen, mais hyper fan. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit au fan club de Queen. Ok. Donc par la suite, il devient fan de The Cult. Et qu'est-ce qu'il fait, évidemment? Premier réflexe, il s'inscrit au fan club de The Cult. Mais c'était quoi ces fan clubs? Comment ça marchait avant Internet? Comment ça marchait avant Internet? Alors ça aussi, très bonne question. Il l'explique bien. Alors, il est obligé de négocier avec sa maman parce que le fan club, il s'inscrit au fan club anglais. Hein, donc il faut envoyer un chèque en livres sterling. Donc il négocie avec sa mère qu'elle lui prenne sur son argent de poche. Elle écrit à une copine à elle qui est anglaise pour que la copine fasse un chèque. C'est déjà ultra compliqué. Hein, c'est vraiment des francs en pounds. C'est ça, c'est l'ère pré-internet. Et donc, ça lui donne le droit d'avoir un petit fascicule imprimé en noir et blanc avec les dernières infos sur le groupe, quoi, globalement. La newsletter, en fait. Voilà, c'était la newsletter avant l'heure.
exact. Et bon, donc dans son parcours de fan et de fan club, au bout d'un moment, il découvre un nouveau groupe dont il est archi fan, qui est le groupe Korn. Pardon. Ça me rappelle ma jeunesse. Et bah oui. Et là, réflexe, évidemment, je m'inscris au fan club. Sauf que Il il y en avait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? il en commence un. Il en crée un, évidemment. Et donc, Mais il remonte grave dans mon estime, ce garçon. mais alors en plus, comme il habite encore chez ses parents, il met l'adresse de ses parents et tout. Il met même le numéro de téléphone de ses parents avec son père qui décroche et il fait « Hé Thomas, encore un de tes corneaux !» qui s'exclame ça au téléphone, bon, bref. Et bon, il se retrouve à bricoler des trucs avec 2-3 infos qui, cette fois-ci, il a glané sur Internet parce que Internet vient d'arriver, donc il va dans des cybercafés pour trouver 2-3 trucs à dire dans sa newsletter. Excellent. Et donc, par un concours de circonstances, voilà, un rédacteur en chef d'un magazine de rock le contacte via la maison de disques française de Korn et tout, à qui il a quand même demandé l'autorisation de faire son truc. Et voilà, donc ça s'enchaîne comme ça. J'ai trop envie de le lire. Mais le livre est excellent. Alors, il y a moult anecdotes sur cette époque, sur sa vie de jeune fan de rock, et puis quand même il se retrouve, il a à peine la vingtaine, et puis dans le mois il fait 2 allers-retours à Los Angeles pour aller interviewer tel ou tel groupe. Et bon, c'est assez drôle aussi parce que il raconte que il a jamais été très sérieux. Lui, il découvre sur le tas, donc il se retrouve à aller interviewer Moby, puis lui dire bon, voilà, je vois que tu développes des trucs vachement philosophiques dans tes pochettes et tout. Est-ce que pour toi c'est important devant cette question très conne, lui dit déjà, est-ce que t'as lu ce que je mettais dans mes pochettes? T'as lu ces textes? Et là, il fait pas non. Et il avait pas cessé de voir. Bah non, mais voilà, il fait pas ses devoirs. Et puis il y a d'autres moments aussi où il raconte qu'il a vraiment des gros moments de solitude auxquels il repense même beaucoup plus tard, et à chaque fois ça le saisit de honte en y repensant. Mais voilà, où il y a des malentendus sur des mots en anglais qu'il a pas bien compris. Donc c'est assez loufoque, quoi. Moi, je recommanderais fortement ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment très drôle. J'étais plongé à fond dedans. Ça m'a vraiment rappelé mes ambitions de quand j'étais jeune. Ça m'a fait rêver. Maintenant, même si c'est moins mon rêve. Et puis en parallèle, d'ailleurs, il raconte les débuts de sa carrière aussi de comédien. Ce qui fait qu'il est en train de jongler entre rédacteur en chef, journaliste, etc. Et puis quand même, il va faire des conneries avec des copains dans des bandes d'impro où il fait des spectacles dans des carrefours. Il se dit, je me demande si mes lecteurs de l'époque, ils s'imaginaient que le même mec allait faire des animations déguisées en brocoli au carrefour local. Enfin voilà, donc c'est vraiment savoureux. La petite critique que j'émettrais, c'est que ce genre de bouquin, j'attends pas un style littéraire imparable, évidemment. C'est pas le but. C'est pas une plume extraordinaire, ce Thomas VDB. Ça vaut surtout par ce qu'il raconte et par son humour. Mais je trouve que du côté de Flammarion, en revanche, un petit effort aurait pu être fait de relecture, parce qu'il y a vraiment pas mal de coquilles, vraiment, ou même des répétitions dans la même phrase. Je me dis, ok, on sait que c'est pas du Proust, mais quand même, Flammarion, faites un effort, quoi. Là, je dois dire, mon sang de professeur de français n'a fait qu'un tour. J'avais envie de prendre mon stylo rouge et de corriger toutes ces fautes d'orthographe. Oui. Donc, qui ne te quitte jamais. Voilà, Okay. donc pour ce premier Noël ou écoute, moi qui n'avais pas du tout envie de voir son spectacle, j'ai super envie de lire son livre. Merci d'être venu. Merci à toi. Et puis écoute, nos clubs respectifs nous attendent. Club théâtre pour toi, club journal pour moi. Et ensuite l'apéro des profs. Yeah. Allez, et écoute, à tout à l'heure pour l'apéro, bon club. Merci Jeanne. Et à bientôt. À bientôt pour un prochain Nobel aux poubelles. Salut. Cheers.